Je suis très heureuse de vous retrouver pour la première table ronde de l'après-midi qui portera sur le thème des apports de la direction juridique à la gestion de crise cyber. La gestion d'une crise cyber nécessite un traitement technique qui passe par exemple par la récupération des sauvegardes ou encore la modification des mots de passe. N'oublions pas non plus que l'organisation doit mettre en place un traitement stratégique qui nécessite de définir des priorités et de constituer une cellule de crise. Et enfin, c'est un traitement qui est souvent négligé, mais qui pourtant doit être anticipé. C'est le traitement juridique. Et donc, ce sera le sujet de notre table ronde. Dans la gestion de crise cyber, il y a différents acteurs du juridique qui interviennent, parmi lesquels le directeur juridique, l'avocat ou encore le Data Protection Officer, DPO. En amont d'une crise, le rôle du juridique est de gérer les responsabilités. Or, en gestion de crise, il doit poser les bonnes questions et faire les bonnes évaluations du risque juridique. À titre d'exemple, on peut entre autres se demander si, lors d'une crise cyber, on doit procéder à un constat, comment déclarer le sinistre et auprès de quelles organisations, s'il faut porter plainte ou encore comment prévenir les personnes dont les données ont été touchées. L'ambition de notre table ronde, c'est de comprendre ce rôle que porte le juridique ainsi que la distinction entre chaque fonction qui intervient. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Culafros-Jobert, qui est avocate associée chez Ernst & Young Société d'avocats au Financial Services. Vous animez la pratique droit du numérique et accompagnez, tant en conseil qu'en contentieux, une clientèle française et internationale du secteur financier sur des questions liées à l'innovation et à la protection du patrimoine informationnel, comme par exemple la protection des données personnelles, le droit des nouvelles technologies, la propriété intellectuelle et la cybercriminalité. Vous figurez également dans les classements Legal 500 et celui du magazine Décideur à la rubrique Innovation, Technologie et Télécom. Bonjour Sandrine Culafros-Jobert. Je me tourne maintenant vers Nicolas Bourgeois. Vous avez un parcours scolaire juridique classique, un DESS à Paris 10 en droit des nouvelles technologies, adossé à des études d'histoire des médias à la Sorbonne. Après un parcours de juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies pendant 13 ans, notamment dans les télécoms et le retail, vous êtes devenu DPO, donc Data Protection Officer, en 2017. Vous êtes membre de l'International Association of Privacy Professionals et de l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel, dont vous co-animez le groupe Régional Nord. Vous intervenez comme consultant indépendant et formateur en protection des données depuis 2021, ainsi qu'en tant qu'enseignant vacataire à l'Université des sciences juridiques de Lille et à l'Université catholique de Lille. Bonjour Nicolas Bourgeois. C'est avec vous que je vais commencer par la première question. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du DPO, notamment en cas de crise cyber, ainsi que son rôle vis-à-vis du directeur juridique? Bonjour. Alors, je ne vais pas vous parler du rôle du DPO, mais des rôles du DPO. En effet, celui-ci intervient, à mon sens, c'est en tout cas mon expérience, plutôt comme chef d'orchestre en termes de gestion de la conformité sur la protection des données. Et le DPO, à ce titre, alors, il n'est pas responsable personnellement de la mise en conformité, mais il doit s'assurer que l'ensemble de l'entreprise atteint cet objectif. Et donc, pour ce faire, évidemment, il travaille avec aussi bien la direction juridique, la direction technique, les métiers, et c'est une des rares fonctions qui finalement a l'opportunité de travailler aussi bien avec les dirigeants de l'entreprise qu'avec les métiers qui sont vraiment les chevilles ouvrières de l'entreprise. Donc, il a un rôle assez transverse, et à ce titre, il a pour mission de coordonner les différents aspects, métiers, juridiques, pratiques, avec l'ensemble des autres responsables de la société et de la direction. Donc, en cas de gestion de crise, en situation de crise, il intervient bien évidemment aux côtés du directeur juridique dans la cellule de crise et également, s'il en est besoin, avec les institutions comme la CNIL
dont il est le point de contact privilégié après le RGPD. Merci. Sandrine Culafros-Jobert, à quel moment doit-on faire appel à un avocat dans la cellule de crise? Bonjour à tous. Alors, c'est une question qui, lorsqu'elle est répondue par un avocat, peut être très, très, très partiale. Donc, je vais plutôt m'en remettre en fait au directeur juridique, parce que c'est lui qui a la réponse. Le directeur juridique, c'est cette figure de neutralité et de connaissance, d'expertise juridique au sein de l'organisation. C'est lui qui va apporter un regard dans le cadre de la protection des actifs de l'entreprise, et ce sera à lui de déterminer à quel moment il a besoin de s'adjoindre les conseils spécialisés d'un avocat qui, lui, aura une expertise et une expérience qui est un petit peu différente de la sienne, puisque l'avocat a une compétence à la fois de conseil et de contentieux. L'avocat a l'habitude de traiter également avec des autorités réglementaires. Et son expertise va permettre de conseiller, d'apporter les éclairages nécessaires pour que le directeur juridique soit en position la plus confortable possible, en tout cas, ait les éléments nécessaires à sa disposition pour prendre des décisions. Et à ce moment-là, je dirais que le plus tôt est toujours le mieux, parce qu'on est quand même plus confortable en situation de crise lorsqu'on a tous les éléments en main le plus tôt possible. Qu'on a identifié toutes les personnes qui pourront travailler et collaborer dans les sous-cellules de crise dans les différents chantiers, parce que bien souvent, le directeur juridique va être le coordinateur, que ce soit des cabinets d'avocats externes, que ce soit également de certains cabinets de conseil qui apporteront un éclairage spécifique, notamment en termes de réputation en ligne, ce genre de choses. Et je dirais que si on parle de timing, effectivement, le plus tôt est toujours le mieux. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a pu un peu éclairer tous les rôles et fonctions qui interviennent dans la cellule, dans le traitement juridique d'une cellule de crise cyber, est-ce qu'on peut aller plus loin pour expliquer la fonction et le rôle stratégique du conseil juridique, donc notamment en situation de crise cyber? Donc, vous l'avez peut-être un peu déjà exprimé, mais c'est vrai que c'était aussi parler peut-être plus au niveau stratégique, comme on avait pu en parler lors de notre préparation, avec les positionnements qu'il faut prendre, le risk containment et tout ça. Alors, lorsqu'une crise, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que là, on parle des crises cyber, c'est d'autant plus vrai dans un environnement cyber parce que c'est souvent des crises dans la crise, c'est endémique par définition, mais dans n'importe quelle typologie de crise, ce qu'il faut faire d'ores et déjà, et c'est un des rôles du directeur juridique, c'est de faire un diagnostic juridique de la crise. Donc on fait un état des lieux. Quelles sont les entités juridiques, lorsqu'il s'agit d'un groupe de sociétés qui sont concernées, quelles sont également les obligations réglementaires auxquelles ces entités et ces activités vont être soumises. Est-ce qu'il y a des obligations de notification? Alors, tu en as parlé notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et donc les violations en matière de données personnelles. Il y a effectivement la CNIL, mais vous savez que dans d'autres secteurs, il y a aussi d'autres autorités de tutelle qui doivent être notifiées. Donc, il y a une forme de coordination dans les obligations réglementaires qui doivent être menées et anticipées assez rapidement pour pouvoir avoir les éléments assez vite et communiquer dans les délais qui sont impartis. Un autre point important est de se coordonner avec les autres lignes de métier, les autres fonctions de l'entreprise. Donc la communication, que ce soit une communication interne, que ce soit une communication externe. Donc le directeur de la communication, le DRH. Également une communication auprès des partenaires commerciaux. Il peut y avoir des enjeux contractuels par rapport à ces partenaires commerciaux.
hein, que ce soit des clients dans un marché B2C ou que ce soit des fournisseurs. Il y a également des besoins à anticiper avec la direction des systèmes d'information. Est-ce qu'on a besoin de faire appel à des prestataires de services forensiques? Est-ce qu'on a besoin de faire appel à un huissier pour faire des constats? Est-ce qu'on a besoin d'aller rechercher des autorisations ou d'encadrer les mesures conservatoires et probatoires qui pourraient être nécessaires dans le cadre d'une démarche précontentieuse? Toutes ces questions doivent se poser assez rapidement dans la cellule de crise et font partie du diagnostic et de la feuille de route du point de vue du directeur juridique. Alors après, stratégiquement, le directeur juridique va aussi s'engager dans les réflexions sur les propositions de remédiation, parce qu'il y a le traitement de la crise, et puis après, il va falloir essayer de ne plus être en mode dégradé, mais d'assurer non plus une continuité, mais un retour à l'activité normale. Ces scénarios finalement de remédiation peuvent poser également des questions juridiques. Ce sera à lui d'apporter son éclairage et d'apporter tout élément contribuant à la réflexion autour de ces scénarios-là pour que l'entreprise, en tout cas son organe de direction, puisse prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. C'est aussi une figure qui va pouvoir assez rapidement parler au plus haut niveau de l'entreprise, alors avec le DSI, avec le DPO et évidemment en coordination avec toutes les autres directions fonctionnelles, pour très rapidement apporter un niveau d'information, encore une fois, assez granulaire quand c'est nécessaire et synthétique quand il le faut, et s'adjoindre encore une fois une coordination avec tous les professionnels nécessaires pour répondre à la crise. D'accord, donc on y reviendra un peu plus tard à la collaboration et à la coordination de la cellule de crise. En attendant, Nicolas Bourgeois, en préparant cette table ronde, vous nous aviez fait un parallèle avec le métier de secouriste, et notamment en nous expliquant le triptyque protéger, alerter, secourir. Est-ce que vous pouvez donc nous le réexpliquer, ainsi que nous expliquer en quoi il joue un rôle dans la prévention? Oui, alors, bon, je suis désolé pour cette analogie, hein, je la reprends à mon compte, mais effectivement, en premier secours, c'est d'abord protéger, donc là, en l'occurrence, protéger l'entreprise, protéger les dirigeants, protéger les assets de l'entreprise, alerter, et là, on rentre dans la notion de communication, alerter les pouvoirs publics quand ils doivent l'être, comme disait Sandrine, éventuellement les autorités. On ne va pas oublier non plus les salariés dans l'entreprise, puisque vaut peut-être mieux que les salariés apprennent la crise par un canal interne que par la presse. Ça peut toujours poser des questions assez délicates sinon. Et donc, effectivement, protéger, alerter, secourir, pour moi, c'est une notion juridique. Alors, je prenais cette image parce que c'est vrai que moi, j'étais juriste avant. Les juristes, on les appelle souvent une fois qu'il est un peu tard, on va dire. Il fallait signer le contrat hier, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il est bien, on a une crise, est-ce qu'on s'y est bien préparé, etc. Donc, cette notion de préparation, elle est essentielle, et on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure en parlant de l'anticipation de la crise, donc, que ce soit de la formation, que ce soit d'avoir des procédures, que ce soit d'avoir même au niveau technique des plans de reprise, des plans de continuité des assurances. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de protéger, d'anticiper, d'alerter ensuite. Donc là, effectivement, comme tu disais, c'est bien cette notion de savoir le plus vite possible qu'est-ce qui se passe en vrai, et ensuite alerter les dirigeants sur les impacts. Donc là, en gestion de crise, on est en gestion de risque. Quelle probabilité, quel impact, quelle criticité, et qu'est-ce qu'on fait pour limiter tout ça. Et ensuite, secourir, là on est vraiment dans la remédiation, donc aussi bien pendant la crise qu'après la crise. Et là encore, on va rentrer la notion de communication. Comment on va pouvoir, c'est bien, on a un exemple en ce moment, on va pouvoir voir comment Uber
Je sais pas, on avait le droit de nommer. Bon, c'est dans la presse, donc c'est public. On va avoir une belle gestion de communication qu'on va pouvoir suivre en live. Donc ça va être intéressant. Même si ce n'est pas forcément sur les données personnelles. Donc ce triptyque, vraiment, pour la gestion de crise, pour moi, résume vraiment bien les différentes postures qu'il va falloir avoir. Et finalement, c'est un dynamisme, hein, c'est dans le temps. Il y aura un temps pour protéger, un temps pour alerter, un temps pour secourir, peut-être même un quatrième temps, il faudra faire un peu tout ça en même temps. Très bien. Et donc maintenant, j'aimerais qu'on aborde, on a quand même déjà bien abordé sur la communication, mais je pense que Sandrine, vous avez dit des choses durant la préparation, une étude qui est en train d'être élaborée. Ce serait peut-être intéressant d'en parler sur, si vous voulez que je m'appelle ou pas. Non, je vais approfondir et puis si jamais j'oublie quelque chose. Alors, la communication de crise, comme je vous l'exposais très rapidement tout à l'heure, on peut l'aborder d'un point de vue juridique sous 3 ans. D'abord, on a la communication interne, la communication externe et la communication avec les tiers partenaires de l'entreprise. En fait, c'est un écosystème. Et puis, dans l'écosystème, on pourrait également y mettre les autorités réglementaires. Voilà, donc on va dire interne, externe, marché, et tiers, partenaires, tout ce qui est autorité. Pour l'interne, le directeur juridique n'a pas à se substituer au directeur des ressources humaines. On l'a dit d'ailleurs, on est dans une démarche collaborative. L'idée, c'est que le directeur des ressources humaines puisse, lorsque nécessaire, poser des questions à la direction juridique, notamment en termes de risques associés au type de communication qui peuvent être faites. C'est toujours des éclairages intéressants d'avoir un point de vue juridique. Communication externe, pareil, l'idée n'est pas de se substituer au directeur de la communication ou à une agence de presse qui maîtrise tout à fait les tenants et les aboutissants de la communication de crise. Toutefois, il est toujours intéressant d'avoir encore une fois un regard juridique sur les termes qui sont employés parce que ça aura un impact, évidemment. Et ce qui nous intéresse du coup vraiment, c'est cette dernière partie, cette communication avec les tiers. C'est celle-là où je vais peut-être plus détailler. Donc, vous avez une communication d'abord avec les autorités. Alors, pourquoi d'abord? Parce que ça relève d'obligations réglementaires, souvent qui sont sanctionnés par des amendes qui ne sont pas dérisoires. Donc, il est important de se conformer à ces obligations-là. En général, il y a des délais qui sont assez contraints, donc il faut pouvoir réagir assez vite, en tout cas avoir des premiers éléments pour proposer une première notification, même si celle-ci est initiale et qu'elle sera complétée plus tard, mais il ne faut pas trop tarder à entrer en contact avec les autorités. Et la communication avec, et ça on l'oublie souvent, avec les partenaires commerciaux. Alors, l'entreprise, comme vous le savez, elle a des liens commerciaux, contractuels avec tout un écosystème, que ce soit client, que ce soit fournisseur, que ce soit partenaire économique. Et bien souvent, lorsque une crise touche un des acteurs de la chaîne, il y a un effet domino au moins réputationnel, mais peut-être même plus. Parfois, vous avez des crises un peu plus contaminantes sur une chaîne. Et c'est très important de prendre attache rapidement avec cet écosystème-là. Déjà parce que ça peut résulter d'obligations contractuelles. Donc évidemment, si vous êtes tenu de communiquer quelque chose, il vaut mieux le savoir et il vaut mieux le faire en temps utile. Il peut aussi avoir un intérêt à s'assurer que, par exemple, pour ce qui est des crises cyber, qu'un risque et que l'origine en fait, d'un incident n'ait pas pris sa source dans l'écosystème lui-même et ne mette pas à risque ou n'est pas déjà mis à risque un autre acteur. Et là, il y aurait peut-être un enjeu collaboratif dans le respect d'une certaine confidentialité. C'est là qu'il y a un enjeu, en fait, de vraiment mesurer le contenu de la communication.
Et là, le directeur juridique, si nécessaire avec l'aide d'un avocat, va pouvoir mesurer finalement le périmètre et le contenu de cette communication. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. En clair, le directeur juridique cadre en amont la communication qui est faite par le directeur juridique. Et mis droite et gauche, il faut dire, ne pas dire, comment le dire. Pour résumer, oui. Bien entendu, dans le cadre et par souci de collaboration, c'est une réflexion ensemble dans le cadre de la cellule de crise. Mais oui, c'est ça. Disons que c'est le garant, en fait, de la protection des actifs et de l'intérêt de l'entreprise. C'est le garant d'une certaine neutralité aussi et d'un éclairage peut-être assez objectif de ce qu'est le droit et de ce que seront les impacts. Voilà. On sait que dans les entreprises, les services juridiques ne bénéficient pas du secret comme le secret de l'avocat. Donc, quand il y a des perquisitions par des autorités, bon ben, c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas opposer le secret des affaires, enfin, plutôt le secret de la confidentialité de l'avocat. Justement, est-ce que c'est un atout que vous arrivez à promouvoir et à mettre en valeur pour justifier l'action de l'avocat par rapport à celle de la direction juridique, puisque vous êtes protégé par le secret des avocats? Alors, merci pour cette question. Alors, je dirais que oui, parce qu'effectivement, on est soumis au secret professionnel et que nos échanges sont soumis au secret professionnel. Il y a certaines, je dirais, une confidentialité sacrée entourant ces échanges. En tout cas, on peut débattre, hein, parce qu'il est vrai que vous avez peut-être entendu dans la presse, mais parfois ce secret professionnel est plus ou moins mis à mal. Mais bon, en tout cas, à ce jour, il est toujours présent et nous autres avocats, nous défendons corps et âme pour qu'il soit maintenu. Il y a aussi des débats sur le secret professionnel, peut-être dont pourront bénéficier un jour les directions juridiques, mais à ce jour, il est vrai que ça repose sur l'avocat. Et c'est toujours un avantage parce que ça permet d'entourer d'une certaine confidentialité certains échanges. Il est vrai et que certaines entreprises y sont sensibles. Nicolas Bourgeois, est-ce qu'on pourrait peut-être parler des bonnes pratiques et des points de vigilance qui entourent le pilotage juridique? Alors, quelques minutes, c'est un défi. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Moi, je voudrais vraiment souligner l'importance de cette communication et au-delà même de la question du secret, même sur l'organisation, on va dire, matérielle. Une des toutes premières crises à laquelle j'ai assisté, j'avais un ami qui était prestataire pour une entreprise et qui m'appelle en me demandant si on s'est fait pirater. Alors, pourquoi tu dis ça? Non, pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et en fait, il avait été décidé d'avoir une cellule de gestion de crise dans une salle qui était attenante à un endroit où justement ces prestataires étaient habituellement travaillaient, où ils étaient installés. Et il me dit, bah, écoute, il y a tout un groupe d'informaticiens qui n'ont pas l'air de chez vous, qui viennent d'arriver, donc vous êtes fait pirater. Donc il faut faire extrêmement attention aussi à l'organisation matérielle de la crise. On peut mettre tout ce qu'on veut comme barrière, parfois on peut se faire attraper sur vraiment des petits détails. Donc, la bonne pratique là-dessus, c'est vraiment ne pas improviser l'organisation de la cellule de crise, parce qu'on peut se faire rattraper par la patrouille.
Ensuite, Sandrine en a parlé également, il y a cette notion de transversalité qui est vraiment extrêmement importante et parfois délicate à mettre en œuvre, puisque parfois ça peut être un métier de l'entreprise qui est un petit peu exposé ou qui a peur de se faire, on va dire, mettre en cause. Je pense notamment souvent les DSI. Je précise tout de suite que les DSI font un travail en général remarquable, mais il peut arriver que certains aient tendance à minimiser l'information parce qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est quand même très problématique, parce que si on veut bien gérer la crise, il faut vraiment savoir ce qui se passe. Et donc, une des bonnes pratiques, ce serait vraiment au sein de la cellule de crise, on ne va pas se mentir, on est entre nous et il faut se parler vraiment de façon à pouvoir avoir un diagnostic. Je vois que ça fait réagir. Oui, quelle est la proportion de contentieux entre l'entreprise et ses prestataires suite à une intrusion ou avant, enfin bref, quel est le contexte et est-ce qu'il y a des conflits Alors, il n'y a pas de statistiques sur le sujet, donc je peux difficilement vous donner des chiffres, si c'est la question. En revanche, si vous posez la question pour avoir des hypothèses, pour comprendre quelle typologie de contentieux il peut y avoir, ça, je peux vous répondre par hypothèse. Alors, d'abord, en termes d'écosystème, vous pouvez avoir des prestataires qui sont à l'origine, c'est très mal formulé, disons qui ont été d'abord victimes d'un incident de sécurité qui s'est propagé et qui aurait pu porter atteinte aux données de l'entreprise et aux données d'autres entreprises. Donc là, il y a un premier sujet en termes de responsabilité. Est-ce que c'est un incident? La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un incident qui, oui ou non, aurait pu être évité? Et est-ce que les mesures qui avaient été mises en place contractuellement et les référentiels de sécurité qui étaient contractuellement définis ont bien été respectés? Parce que la sécurité, soyons clairs, hein, la cybersécurité, vous le savez tous ici dans cette salle, je n'apprends rien, à 100%, ça n'existe pas. Voilà. Personne ne va signer de son sang en disant on ne sera jamais attaqué. Ça n'a pas de sens. Donc, personne ne s'attend à ce qu'on vive sans risque cyber. En revanche, on peut mettre en place suffisamment de mesures pour que ce risque soit atténué de façon la plus résiduelle possible. Et c'est ça qui est cherché. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Est-ce que les parties ont finalement bien exécuté le contrat par rapport à leurs obligations respectives en matière de mesures de sécurité à mettre en œuvre. Donc, voilà, ça c'est la première typologie de contentieux qu'on pourrait avoir. Bon, ensuite, vous avez des comportements qui peuvent être des comportements malveillants. C'est très rare en réalité, plus sur des attaques cyber coordonnées du criminel, très peu de comportements malveillants au sein d'une entreprise ou au sein de partenaires économiques. On ne peut pas exclure, par exemple, l'hypothèse d'un collaborateur qui aurait pu avoir accès à des systèmes, qui voudrait récupérer des données, voilà, ce genre de schéma. Donc ça, c'est aussi des typologies de contentieux qui peuvent exister. Et puis enfin, alors l'imagination est large, donc on peut en imaginer plein d'autres, mais je dirais là, vous avez les deux premières grandes catégories, et puis la troisième catégorie, c'est simplement vous êtes victime d'un groupe d'attaquants. Alors, je dis groupe parce que la plupart du temps, vous tombez, je pense notamment en ransomware, vous tombez sur des groupes qui œuvrent, ou alors une personne qui a pu se servir d'outils mis à la disposition par un groupe, je pense en ransomware as a service, pour pouvoir essayer voilà, de créer un incident de sécurité à des fins lucratives et délictuelles. Donc ça,
ces différentes typologies. Donc, vous voyez, dans les 3 exemples que je vous ai donnés, vous avez à la fois des problématiques de droit civil et commercial, donc une question de est-ce que le contrat a bien été respecté parce qu'il y a eu un incident et il y a eu un dommage. Deuxième cas, encore une fois beaucoup plus rare, sujet éventuellement de droit social, de droit du travail, est-ce qu'il y a des sanctions à prendre? Évidemment, tout ça doit être étayé de preuves. S'il y a des mises à pied de la part d'un salarié, par exemple, qui serait malveillant, encore une fois, on est dans des cas très extraordinaires. Et le 3e cas, c'est du pénal. Donc, il faut déposer une plainte et puis laisser le cours aux investigations et aux enquêtes qui seront menées par les services de police et de gendarmerie spécialisés sous la direction d'ailleurs du parquet. Voilà, qui d'ailleurs en France, sachez-le, on a un parquet spécialisé en matière de cybercriminalité. Oui. Ce matin, le général de la division Roger expliquait qu'il incitait les entreprises, dès la connaissance d'un acte de cybermalveillance, à déposer plainte et à faire appel de façon à ce qu'ils puissent expédier plus vite ces équipes. Dans ce cas, le périmètre de l'intervention d'une équipe de gendarmerie composée de, comme il a dit, d'experts techniques, experts judiciaires, experts de gestion de crise, d'un point de vue Data Protection Officer et direction juridique, est-ce que vous encadrez, est-ce que le périmètre d'action de la gendarmerie est total, est-ce que la collaboration est totale, ou est-ce qu'il y a des limites droite et gauche à leur action dans l'entreprise, sachant qu'on est dans la gestion de la crise et qu'on essaie de parer au procès. Oui, alors, il y a plusieurs questions. Alors, en fait, déjà, les services de police, c'est l'autorité judiciaire, donc il n'y a absolument pas de difficulté à ce qu'ils aient accès au système de l'entreprise, d'autant plus qu'il s'agit on a de la chance. En France, on a des services spécialisés, que ce soit de police ou de gendarmerie, effectivement composés d'enquêteurs et d'experts techniques. Donc, vraiment des gens qui connaissent bien les enjeux aussi auxquels sont confrontées les entreprises. Donc, ils sont très conscients des risques et de l'importance de leur intervention. Voilà, tout ça se fait évidemment en coordination avec le parquet, donc encore une fois l'autorité judiciaire. Il n'y a absolument pas de difficulté sur ce point et évidemment j'encourage toutes les sociétés qui sont victimes d'un acte de malveillance, en tout cas de cybermalveillance, de déposer une plainte parce que ça permet d'identifier le type de menace. Bien souvent, ça permet aussi aux enquêteurs de définir ou d'identifier un modèle, un modèle d'attaque. Donc, ça va servir à l'entreprise, mais ça va servir aussi aux entreprises qui seraient victimes du même modèle d'attaque. Et ça permet finalement de rendre la France et les acteurs économiques français moins vulnérables face à la délinquance cybercriminelle. Surtout, on est en train de parler d'une cyberdélinquance internationale. Donc, c'est très important. Donc, je rejoins effectivement ce qui a été dit ce matin. Je peux, en plus, en tant qu'avocate, je suis aussi auxiliaire de justice. Donc, je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit en ce sens. Bon, d'ailleurs, en plus, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité, mais tout le débat sur l'assurance, de toute façon, encourager très fortement le dépôt de plainte. Donc, pour ceux qui étaient encore hésitants, peut-être que ce sera le moyen de faire en sorte que ces choses-là soient faites en temps utile. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, le premier volet pour répondre à votre question. Alors, désolée, ma réponse va être un peu longue. Mais le deuxième volet pour répondre à votre question, c'est plus généralement, en dehors de l'autorité judiciaire, comment est-ce qu'on pourrait encadrer l'intervention de personnel forensique? Alors, en dehors des autorités judiciaires et des services de police, l'entreprise, de façon tout à fait indépendante, peut par ailleurs choisir aussi, de son côté, de faire des investigations forensiques. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait le plus souvent.
parce qu'elle en a besoin pour comprendre et d'ailleurs avoir les éléments adéquats à donner en premier lieu aux services de police et de gendarmerie. Donc évidemment, tout ça dans le secteur privé doit être encadré, bien souvent par des accords particuliers qui encadrent et régissent l'intervention de prestataires de services forensiques ou de consultants en cybersécurité, que ce soit donc, en termes d'engagement contractuel, mais que ce soit aussi sur leur rapport qui doit présenter toutes les caractéristiques de confidentialité nécessaires et puis s'adresser à des personnes très précises dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir une large diffusion de ce genre de documents. Donc voilà, l'intervention des services de police n'est pas exclusive de mesures qui peuvent être prises pour aider l'entreprise à rétablir l'intégrité de ses systèmes d'information. D'ailleurs, les deux marchent ensemble. L'intérêt, c'est qu'il y ait un bon niveau de coopération et évidemment, l'entreprise ne doit pas gêner l'action des services de police et gendarmerie, donc l'autorité judiciaire. Alors, dans votre question, j'ai l'impression qu'il y en a au moins deux. La première, c'est l'opportunité de le faire. Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Et peut-être que la question cachée, c'est est-ce que les entreprises auraient peur de voir des choses ressurgir? Et puis, la deuxième qui est liée, c'est qu'est-ce qu'ils font, pourquoi et jusqu'où? Alors, l'opportunité, je suis 100% d'accord avec Sandrine, il faut le faire. L'actualité réglementaire fait que, visiblement, on s'oriente vers le dépôt de plainte comme préalable, effectivement, pour une indemnisation assurantielle. Donc, très vraisemblablement, ça va se développer. Ensuite, il faut avoir conscience qu'il y a un savoir-faire pour la gendarmerie. Ça va dépendre évidemment de quel type de crise vous avez. Mais par exemple, pour le ransomware, il y a au moins deux services, si j'ose dire, que les gendarmes ou la police peuvent apporter dans leur corps spécialisé. Le premier, c'est qu'il y a une plateforme sur les ransomware qui ont déjà été décryptés. Donc, ça peut vous faire gagner du temps. Si vous avez de la chance de tomber sur un pirate, on va dire amateur, qui a réutilisé quelque chose et que la clé, elle existe, il ne faut pas se priver. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, il va y avoir une recherche avec des moyens qui sont, notamment pour tout ce qui est international, un peu plus développés que ce que l'entreprise va avoir, voire même que certains forensiques vont avoir. Maintenant, les objectifs, ce n'est pas les mêmes. Tout ce qui est police, gendarmerie, c'est dans un cadre pénal pour identifier les auteurs d'infractions. C'est un intérêt convergent de l'entreprise, on est d'accord, mais l'entreprise, elle va surtout vouloir que ça redémarre. Pour faire quoi? Donc, la gendarmerie, la police peuvent peut-être aider à ça, mais ce n'est pas leur job initial. Donc, ils vont faire des investigations là où des experts en cybersécurité ou votre plan de continuité d'activité vont vous aider à reprendre. Donc, c'est complémentaire. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions et vos sous-questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carole? Oui. En ligne, il y en a pas. Et moi, j'en ai juste une. Alors, si vous acceptez de répondre. Si c'est un prestataire qui est à l'origine de la faille, est-ce qu'on peut engager sa responsabilité? Ou non, mais dans le sens où jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on aller? Elle est effrayante de formuler comme ça cette question. On peut aller jusqu'à toutes les voies de recours. Oui, alors, c'est-à-dire que si un prestataire est à l'origine et que, bien entendu, c'est démontré, on prendra évidemment toutes les actions. Et alors là, pour le coup, le directeur juridique, comme ça deviendra clairement contentieux, le directeur juridique fera appel à un avocat. J'espère plus tôt, mais en tout cas, à ce moment-là, il le fera. Et à ce moment-là, une stratégie judiciaire sera mise en œuvre. Il faut bien séparer les différents plans, en fait. D'un point de vue
si vous voulez, de la responsabilité, il serait à l'origine, mais comment? Parce que il a fait un acte de malveillance qui correspond à une qualification pénale, ou alors il n'a pas suivi, au contraire, c'était pas malveillant, mais c'était négligent, et il n'a pas suivi l'exécution du contrat tel qu'il devait le faire. Voilà. Donc ça nous aidera à savoir sur quel pan du droit on se situe et quelles sont les actions qu'on pourra prendre. Bon, la plupart du temps, un prestataire est rarement malveillant, il peut être négligent. Bien souvent, on est sur le terrain d'exécution contractuelle. Et voilà, donc on est sur ce genre de terrain-là. C'était juste pour peut-être prolonger une dernière fois sur cette question-là, mais quand on a un prestataire sur lequel on compte, et parfois il n'est pas forcément remplaçable, et puis en plus de ça, vis-à-vis des clients qui sont les nôtres en tant que donneurs d'ordre, notre réputation elle est engagée à cause de la fuite, et ça ne va pas aider notre réputation de dire c'est pas moi, c'est lui. Est-ce que le contentieux judiciaire public est préférable alors qu'il y a d'autres voies qui restent confidentielles pour régler un litige? Je pense à un arbitrage, ou je pense à des accords amiables qui restent confidentiels et qui permettent de dire au prestataire, écoute, lavons notre linge sale en famille, tu as commis une erreur, tu me dois de l'argent, on fait un accord amiable et on n'ébruite rien pour pas que le cours de l'action dégringole, que les clients perdent confiance. Enfin, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous conseillez aux gens, une voie plutôt confidentielle plutôt qu'une voie judiciaire? Alors, pareil, plusieurs éléments de réponse. Le fait de transiger dans ce type de situation est assez courant, parce qu'aucun des acteurs n'a envie d'aller jusqu'au bout, effectivement, d'un procès qui pourrait être médiatisé, même si ce n'est pas l'intention des parties. On ne peut pas l'exclure. D'ailleurs, les journalistes judiciaires sont très au fait de ce qui se passe dans les tribunaux, donc on ne peut pas imaginer que ça passe sous silence. Et en plus, c'est très long, c'est dur. Donc, effectivement, la transaction, alors moins l'arbitrage, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, et ce n'est pas forcément toujours ce qui est souhaité selon l'économie à la base du contrat, hein, donc ce n'est pas forcément prévu pour des raisons économiques. En revanche, la transaction, le recours amiable peut être effectivement envisagé, et c'est souvent d'ailleurs en pratique le cas la plupart du temps. Maintenant, sur ce qui a été souligné au début de la question, c'est-à-dire finalement cette dépendance technologie qu'il pourrait y avoir avec un seul prestataire. C'est aussi une question que certaines entreprises doivent se poser en amont, en fait, d'un point de vue stratégique. En fait, là, pour le coup, ça fait partie finalement des REX, des retours sur expérience à l'issue de la crise. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qui aurait pu être fait et qu'est-ce qui pourra être fait la prochaine fois, que ce soit en termes de crise, mais aussi que ce soit en termes de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Profitons de l'occasion pour s'interroger. Est-ce qu'on est trop dépendant d'une technologie extérieure? Est-ce qu'on est trop dépendant d'un prestataire? Pourquoi? Comment? Est-ce nécessaire? Voilà, peut-être justement des questions aussi à se poser. Et puis, pour l'impact réputationnel, c'est effectivement très important de contrôler finalement, comme disent les Américains, c'est contrôler la narrative, c'est-à-dire parler quand il faut parler et pas attendre, en fait, hein, parce que je pense que la confiance du marché repose beaucoup là-dessus. C'est-à-dire comment est venue l'information. Est-ce que la société elle a été surprise par tout d'un coup un déferlement médiatique qui a révélé quelque chose? Est-ce qu'elle a donné l'impression qu'elle n'était pas en maîtrise du sujet? Ou au contraire, est-ce qu'elle a montré que face à une difficulté, elle était capable justement de faire face et elle était capable de reprendre le dessus? Et c'est ça, en fait, que va attendre le marché.
Parce qu'il n'y a pas encore de statistiques sur le sujet, il y en aura peut-être un jour. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où il y a une crise, ça peut avoir un impact sur la confiance. Mais la manière dont l'entreprise gère le sujet et communique dessus, ça a un plus grand impact encore. Et on peut se relever d'une crise. Et on peut se relever même plus fort d'une crise. Donc, c'est surtout ce message-là qui va être important, je pense, à délivrer. Non, mais juste pour revenir là-dessus, je pense que le fait d'aller en gros à la confrontation publique, ça peut être aussi une question de stratégie, tout simplement parce que dans certains cas, compte tenu notamment si vous devez publiquement avouer que vous avez eu une violation ou fuite de données, ça peut être une posture que d'aller taper sur le prestataire, parce que de toute façon, c'est déjà parti en public. Maintenant, il faut avoir, avant de se lancer dans ce type d'action, là, c'est en tout cas mon retour d'expérience à moi, c'est que le prestataire fautif n'est pas toujours tout seul à être fautif. Et là, on en revient aussi à la préparation, notamment dans les contrats, des spécifications qui ont été rédigées un petit peu vite, on va dire, de façon un peu légère, peuvent amener beaucoup de problèmes le jour où il y a un souci. Oui, alors je vais être très rapide, je suis tout à fait d'accord. Et je compléterai, mais tout à fait d'accord avec ça. Juste d'ailleurs, j'en profite, parce que c'est le moment peut-être de faire passer le message. Quand on fait un contrat, notamment IT, quand on s'engage sur des obligations de sécurité, elles ne peuvent pas être générales, il faut un référentiel en fait. On s'engage à quoi? Et la plupart des contrats sont des contrats parfois de type, de façon un peu regrettable, il manque des annexes techniques. Il n'y a pas forcément de contrôle régulier, ni de mise à jour de ce type d'annexe. Et c'est compliqué après d'exécuter correctement le contrat quand c'est flou. Alors le flou peut servir parfois, je suis avocat, je veux dire le contraire, mais il y a des moments où plus c'est flou, plus l'erreur est précise. Donc soyons rigoureux en amont, comme ça évitera nombre de déconvenus en aval. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Et nous allons maintenant passer à la table ronde sur la communication.